Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing F1 consacré au Grand Prix de Singapour, la 13e manche du championnat du monde 2013, en compagnie de l'autorité suprême, Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Là, je suis carrément impressionné. Tu m'en as fait des belles, mais celle-là, elle est pas mal. Qu'est-ce que je réponds? Non, pas l'autorité suprême, mais je vais essayer de donner mon avis. Puis si ça peut intéresser 2-3 personnes, ça me fera toujours plaisir. Voilà. Et comme d'habitude, on a pas mal de questions à te poser sur les Grands Prix qui viennent de se dérouler. Et peut-être que vous êtes comme beaucoup, vous vous dites « Ah, c'est encore Sébastien Vettel qui a gagné ». Mais non, chaque Grand Prix est quand même différent. Et à chaque Grand Prix, il se passe quelque chose. Et j'ai même envie de dire qu'à chaque Grand Prix, Sébastien Vettel nous épate un petit peu plus. Car Jean-Luc, ça sera ma première question. Mettons-nous tout de suite, non pas au départ, mais au restart. Neutralisation, safety car au 25e tour, 30e tour, le restart. Oui. Globalement à la mi-course. Oui, exactement. On assiste donc à un quasi moitié de Grand Prix qui va vraiment compter. On remet les compteurs à zéro, c'est exactement. Ça. Et donc tu es bien d'accord avec moi, à ce moment-là, Sébastien Vettel, à la fin du Grand Prix, un demi-Grand Prix plus tard, aura mis 30 secondes à tout le monde, aura tourné 2 secondes plus vite que tout le monde dans un premier temps, et aura donc fait une démonstration exceptionnelle une nouvelle fois. Alors effectivement, il y a eu 2 courses en une, effectivement, et c'est un privilège parce qu'effectivement, certains, ça fait beaucoup d'effectivement, mais c'est d'un constat, certains disent, bah oui, c'est toujours pareil, comme tu l'as souligné d'entrée, c'est toujours Vettel qui gagne, c'est pas très intéressant, mais il y a la manière. Alors, je vais le redire, je viens de le dire juste avant que nous démarrions ce débriefing, il faut quand même avoir conscience que nous sommes en présence d'un pilote tout à fait exceptionnel, d'un champion, d'un acabit comme il y en a peu. Il est sur la trace, carrément, je pèse mes mots, de Juan Manuel Fangio, en tout cas au nombre de victoires et de titres consécutifs, puisqu'il pourrait ajouter le 4e, là maintenant il va falloir commencer à en parler, de Michael Schumacher. Mais pour moi, ces titres ont beaucoup plus de valeur, tant pis, je vais en choquer certains, c'est ce que je pense, que ceux de Michael Schumacher, pour plein de raisons que je pourrais développer maintenant ou plus tard. Donc à mon avis, c'est vraiment un type qui avec un matériel qui est certes sûrement de très bonne qualité, mais Mark Webber, qui n'est pas un manche, est en train de démontrer le vrai niveau de compétitivité de la Red Bull. Et je crois que c'est vraiment au travail de Sébastien Vettel qu'on doit ça. Alors ta question initiale, oui, 2e Grand Prix, c'est presque trop. C'est vrai que pour l'intérêt du championnat du monde de Formule 1 et même des Grands Prix, je peux comprendre qu'on se lasse. Ah, c'est encore Vettel, bon, combien il leur a collé? Et oui, c'est même presque humiliant pour les autres. Mais dès les qualifications, on a eu ce type de remarque de la part d'Alonso, qui partait de très loin, il était 7e sur la grille, de la part presque de Rosberg et d'Hamilton, qui ont dit oui, il est quasi intouchable. Il était quasi intouchable. Je crois qu'il est au sommet de son art et je crois qu'il faut essayer d'apprécier en tout cas le talent de Sébastien Vettel, qui est encore une fois en train de devancer tout le monde sur les tablettes et dans les annales de la Formule 1. Dès la fin du premier tour après le restart, il avait déjà 3 secondes 9 d'avance. Pourtant, Rosberg, on voit bien, Rosberg, il n'y a rien à lui reprocher. Il fait un super départ, mais dès le 3e virage, il se fait doubler. Là, je parle du premier départ. Bien sûr. Au restart, on voit bien qu'il essaie de suivre, mais en un tour, le trou est fait. Et tous, après, il s'arrête une fois. Donc, c'est même un nombre d'arrêts égal, sauf quelques-uns qui ont tenté de s'arrêter pendant la neutralisation. On va en parler, bien évidemment. Donc oui, là, Vettel, moi j'ose te le dire, c'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de faire. Écoute, quand je dis qu'il est au sommet de son art, il faut toujours considérer par rapport à un règlement particulier, bien évidemment, qui malheureusement ne privilégie pas l'attaque, il faut le dire également. Bien sûr que c'est beaucoup de la gestion, mais est-ce qu'en Formule 1, on a fait autre chose que gérer à d'autres époques? On a géré la consommation, parfois, on a géré les casses moteurs, on a géré naturellement les pneumatiques, on en vient là, on a géré beaucoup de choses. Bon là, je suis d'accord pour dire une nouvelle fois, moi j'aimerais aussi des courses d'attaque du début à la fin, mais lui, quand on lui lâche la bride sur le coup, et ce qui a été le cas, parce qu'on a bien les conversations ingénieurs, vas-y mon gars, maintenant tu rebâtis, après ce nouveau départ, tu te bâtis une avance. Et immédiatement, il envoie la soudure et il leur prend entre 2 et 3 secondes au tour, et apparemment, aucun des autres n'est en mesure de réagir. Bon, c'est bien qu'il a un talent exceptionnel, alors je sais bien que là aussi, on va me dire, il y a quelque chose en plus, mais encore une fois, s'il y avait quelque chose en plus dans les voitures, et j'en reviens à ma comparaison avec Schumacher, à l'époque de la domination outrageante de l'équipe Ferrari, Barrichello à ses côtés, ou après Massa, ou qui tu veux, est également devant. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Weber, certes, est bien placé, mais il est devancé par les pilotes Mercedes ou par les Ferrari d'Alonso et de Massa. Donc non, c'est vraiment Vettel qui fait la différence. Voilà. Weber, tiens, tu en parlais. Bon, pas de chance, évidemment, abandonné dans le dernier tour, c'est toujours cruel, même si on le prévenait. Mais bon, le fait est que ça n'a pas tenu, on ne va pas lui en tenir rigueur pour le coup. Il a été ramené au parc fermé par Alonso sur la voiture. C'est vrai que c'est une image qui nous a rappelé 1991, Senna et Mansell. Absolument. Et il y a eu pénalité. On apprend qu'il y aura 10 places de pénalité sur la grille en Corée parce que c'est un geste qui a été jugé dangereux. Qu'en penses-tu? Je l'ai dit en direct sur RMC, donc pas surpris. Alors, lamentable,
consternant de la part de la direction de course, stupide, ridicule. Enfin, ça fait partie des belles images. Moi, je disais en rigolant, pareil, sur RMC, ben voilà, au moins, Weber, il aurait été pilote Ferrari. À un moment, il aura été pendant un Grand Prix à bord d'une Ferrari. Ah, oui. Bon, bah oui, il faut bien rigoler. Mais où est le problème? Enfin, même s'il paraît qu'il y a un Hamilton qui a été gêné, mon Dieu, quelle horreur, qui a été gêné dans son tour de décélération. Donc, c'est à lui de maîtriser son véhicule. Je suis désolé, on va reprendre les termes de la circulation routière. Donc, non, mais c'est lamentable, quoi. Quand il y a encore un peu d'humanité en Formule 1, on est en train de la traquer, de la chasser. Je vois pas où est le danger, je vois pas où est ça montre un très bon esprit entre les pilotes. Moi, je trouve ça consternant. Voilà. Honte à la FIA et la direction de course. On voulait aussi avoir ton avis sur ce qui commence un peu à faire parler de soi, c'est les sifflets qui accueillent les podiums de Sébastien Vettel. Ouais. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que quand même ça te semble être un vrai phénomène et que ça te fait venir une réflexion? Tu sais, on vit une période, on vit une époque, c'est ainsi, la communication est là à tous les niveaux, et il y a un phénomène moutonnier comme jamais. C'est-à-dire qu'il a suffi qu'effectivement, à l'occasion du Grand Prix de Monza en Italie, on l'a tous entendu, on se permette de siffler un vainqueur de Grand Prix. Moi, je suis désolé, mais on ne fait pas ça, hein, hormis dans des cas très particuliers, et j'ai quelques exemples qui me reviennent en mémoire, par exemple. Mais là, effectivement, ça le méritait. Mais là, je trouve ça lamentable. Vettel s'est battu comme un chien, comme un lion. Il a dominé son sujet. Alors que ça puisse en lasser certains et que ce soit, là aussi, on fait le buzz sur Internet. Tu vois, bah voilà, maintenant. Alors, tous les tifosi que j'adore et que je respecte infiniment parce que ce sont des vrais passionnés vont se permettre maintenant de siffler les victoires de Vettel parce qu'ils en ont marre. Ben, les gars, les Ferrari ont qu'à avancer. Hein. Vous allez avoir Alonso, champion du monde, et Raikkonen l'an prochain. Ben, il n'y a qu'à mettre les pilotes rouges en haut du podium. C'est tout. C'est pas compliqué. Il faut juste battre Vettel, c'est extrêmement simple, et comme ça vous serez content, et puis nous aussi. Tiens, bah justement, les deux prochains coéquipiers sur le podium, Alonso deuxième, encore une fois, on a l'impression que ça fait une énième deuxième place pour lui. Mais alors, il prend un super départ. Hein. Quand on revoit, il fait l'extérieur. Extraordinaire. Il par 7, il est 3 dès le premier virage, et puis ensuite il fait 2. Raikkonen, il part encore plus loin, il fait 3. Donc là, il y a quand même une sacrée valeur ajoutée pour ces deux personnages. Deux questions en une. Bon, Alonso, on le connaît, c'est un battant exceptionnel, et c'est ça qui fait son talent. Il ne l'a jamais. Là maintenant, il faut quand même se rappeler que son titre de champion du monde, ça remonte à 2006, hein, ça fait longtemps. Et il commence à ronger son frein. Il pensait qu'en arrivant chez Ferrari en 2010, ça viendrait. Ben, ça ne vient pas. C'est pas pour 2010, c'est pas pour 2011, c'est pas pour 2012, c'est pas pour 2013. On va y aller carrément. Donc là, il continue en course à tirer le meilleur de sa monoplace, en partant même de très très loin avec une stratégie audacieuse. Tu l'as dit, un départ formidable. Bon, bah, c'est pareil, c'est un des tout meilleurs pilotes de Formule 1. C'est pas une surprise, et c'est pour ça qu'on aime Alonso. Raikkonen, eh bien, c'est pour ça aussi que, alors je vais dire j'aime Raikkonen parce que c'est un type qui est concentré sur la course automobile. Il n'a pas d'autre intérêt dans la vie que d'envoyer du lourd dès qu'il est dans une voiture. Et pourtant, le contexte était pour le moins compliqué, avec un mal de dos réel, supposé, prétendu. Je ne vais pas me permettre de dire ça. En tout cas, bien loin sur la grille de départ, lui qui a signé, rappelons-le, 16 pole positions dans sa carrière, le pilote de Formule 1. Je ne crois pas que ce soit un manche à ce niveau-là. Donc là, le retrouver 13e, oui, j'ai eu mal au dos, très bien. En tout cas, on voit qu'en course, pas d'état d'âme. Il fait le boulot, il remonte 10 places, et une nouvelle fois, il a totalisé les 3/4 des points de l'équipe Lotus-Renault, qui s'est permis là aussi de se moquer de lui ou de le faire passer pour un enculeur de mouche, on y va carrément, ou de lapin. Je trouve ça scandaleux, une nouvelle fois, je le dis franchement. On doit avoir du respect pour Raikkonen, de la reconnaissance pour Raikkonen, et tant pis s'il a un contrat au point, il ne fallait pas lui signer. Il est trop bon, ce Raikkonen. Justement, l'an prochain, il sera dans une vraie belle grande équipe. Bon. Je marque un petit temps de silence pour bien apprécier ce que tu viens de dire. On n'a pas la langue de bois dans le débriefing. Jamais. Vous le saviez, vous en avez la confirmation. Jean-Luc, ton avis aussi sur Mercedes? Parce que du côté d'Hamilton et de Rosberg, on n'était pas contents. Et on a le sentiment, donc, les deux pilotes ont clairement exprimé leur non-satisfaction avec la stratégie employée par l'équipe. Oui, alors écoute, après, effectivement, on les retrouve 4e et 5e, mais tu parlais des écarts, à 51 et 53 secondes, et c'est là que le bas blesse. Alors évidemment, chez Mercedes, c'est toujours la bouteille à moitié pleine, à moitié vide, et quand on ne gagne pas, ou tant qu'on ne monte pas à minima sur le podium, on n'est pas content. Alors oui, peut-être la stratégie adoptée n'a pas été la bonne. C'est vrai qu'au moment, et tu le soulignais tout à l'heure, au moment de la neutralisation, certains se sont rués dans les stands, d'autres pas. Button, par exemple, qui sera l'exemple concret de celui qui pouvait espérer faire un coup fumant. D'autres pas, notamment les 4 premiers de la course à ce moment-là. Il s'avère que c'était la bonne solution, en tout cas quand on s'appelait Vettel, quand on s'appelait Alonso, etc. Parce qu'on était capable de régler et de gérer son potentiel pneumatique jusqu'au bout de la course, ou presque, en tout cas pour s'arrêter au bon moment. Ce n'est pas toujours simple la stratégie. Alors je comprends
que chez Hamilton et chez Rosberg, chez qui la pression s'installe peut-être aussi, parce que maintenant on a d'autres ambitions. À un moment, on était tout émerveillé des bons résultats qu'on faisait. Aujourd'hui, on a d'autres envies. Rosberg était sur la première ligne de la grille de départ. C'est légitime, c'est normal que quand il y a eu un petit raté, oui, on n'a pas été très très bon. Voilà. Bon. Moi, je signalerais que Jules Bianchi et Charles Pic ont été battus par leurs équipiers respectifs. Donc, tu as raison. On va être honnête. On a toujours été. Bravo à Van der Garde et Chilton. Tu as raison, il faut le souligner, c'est très bien pour eux. Ouais. Et je voulais te poser une question sur Ricciardo, Oui. qui va se cracher un petit peu tout seul au 25e tour, lorsqu'on vient d'être nommé pilote Red Bull. Est-ce qu'on est un peu méchant, cruel de dire que ça fait un peu désordre? Alors, ce qui fait surtout désordre, tu vois, puisqu'on est dans les. Oui. C'est qu'à un moment, il s'est permis de dire, je crois, à une télévision australienne, ou à propos de Jev, oui, finalement, c'est normal qu'on m'ait choisi parce que Jev, il ne supporte pas la pression. Et bien, voilà, là aussi, ce que j'ai dit en direct tout de suite, tiens, qui c'est qui ne supporte pas la pression? C'est Ricciardo, qu'on considérait jusque-là, et avec son sourire éternel, comme un garçon charmant avec tout le monde. Et bien, vieux, il faut assurer dans ce cas-là. Là, c'était peut-être le Grand Prix où il ne fallait pas se planter, parce que c'est un Grand Prix difficile, ça ne tolère aucune erreur. Et bien, là aussi, Jeff, lui, il a fait le boulot, malgré tout. Bon, il n'est pas dans les points, non, malheureusement, mais il a fait le boulot, et lui, il a résisté à la pression. Voilà. Alors, un petit mot aussi sur les McLaren, Button, Perez, qui sont dans les points, même si à un moment donné, ils pouvaient espérer carrément un 3-4. Mais enfin, bon, on voyait bien que derrière, ça revenait. On se demandait si ça allait tenir. Bon, les deux McLaren dans les points, mais il se dit que Perez est peut-être en danger. Tu as entendu parler de ça alors aussi? Absolument, c'est-à-dire qu'on se pose des questions et on évalue le talent réel de Sergio Perez. Alors, est-ce que c'est un effet de manche pour le motiver pour les derniers Grands Prix de la saison? C'est très possible. On sait que parfois, ou souvent, en Formule 1, on utilise la communication externe pour faire de l'interne, parce que je rappelle quand même que Sergio Perez est soutenu par Carlos Slim et donc par l'homme le plus riche du monde, ou alors, a priori, on n'a pas tenu tout ce qui était promis aussi, on ne sait pas tout. Perez est là par son talent, bien sûr, une nouvelle fois, on n'intègre pas une équipe comme McLaren si on n'est pas rapide et performant. Maintenant, par rapport à Button, faut bien reconnaître que là aussi, si on se base sur le championnat, Button 54 points, Perez 22, c'est-à-dire nettement moins de la moitié. Oui, le vieux Button, il a encore de beaux jours devant lui, et le jeune et fougueux Perez, on est en train de le remettre un peu à sa place. Alors effectivement, il y a des bruits. On a même parlé d'Alonso, tu vois, qui reviendrait chez McLaren, là aussi. Bon, je crois que c'est un autre débat. Voilà, bon, on aurait pu vous parler de Gutiérrez, qui a fait une superbe prestation aux essais, puisqu'il a intégré la Q3. Mais en course, on a le sentiment que ça a été un peu plus difficile et que la réalité a repris le dessus. C'est clair. C'est bien Hülkenberg qui termine dans les points. Oui, et qui lui est solide toujours une nouvelle fois, avec Sutil, qui vient récolter le point de la 10e place. Bon, dommage pour les pilotes français. Un mot de Romain Grosjean quand même, avec cette casse moteur, le dernier. Bon, problème pneumatique, donc on rappelle, ici on peut être plus technique, on rappelle qu'il y a de l'air comprimé très puissant qui ramène les soupapes en Formule 1, c'est comme ça depuis pas mal de temps. Là, apparemment, il y avait une fuite dans le système qui faisait en sorte qu'évidemment, si ce rappel des soupapes, c'est plus des ressorts, c'est pneumatique, n'est pas au niveau, on peut casser le moteur, et c'est peut-être ce qui était... Donc avant de casser le moteur, ils l'ont arrêté, voilà en gros. Bon, il a accusé le coup, on voyait bien que c'était une très grosse Oui, parce qu'il avait de beaux espoirs. Le podium, je suis pas sûr, vu de ce qui s'est passé. Le podium était certain, il fallait voir, mais une place dans les points sans problème. Oui, une place dans les points sans problème. Pas d'infos sur son prochain coéquipier? Toujours pas, mais ça se jouera entre Massa et Hülkenberg. Je suis prêt à prendre tous les paris de la Terre, et bon, moi je sais qui je choisirais personnellement pour ne pas mettre deux jeunes coqs dans le poulailler. Ça y est, j'ai donné mon verdict. Bon, eh bien écoute, merci Jean-Luc, merci de tes lumières. On va se donner rendez-vous pour le prochain Grand Prix, le prochain débriefing, le Grand Prix de Corée, et on verra si Sébastien Vettel est capable de continuer sa magnifique série. Et puis, va bien falloir commencer à se demander quand, peut-être, il pourrait célébrer son titre de champion du monde. Écoute, il faudra, si c'est à 4 Grands Prix de la fin, il faudra 100 points d'avance sur son poursuivant. Il en a 60 pour le moment. C'est pas tout de suite. Bon, on peut l'espérer aussi. Encore une fois, j'ai rien contre lui, mais j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui réagissent. Voilà. Allez, merci de votre attention, merci de votre fidélité et de votre passion. Merci Jean-Luc. À bientôt. Salut.